L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Nous démarrons avec l'humanisme européen au quotidien de l'Union. Nous sommes au cœur du sujet avec Stergios Tatayas. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes ancien membre des commissions européennes. Vous avez travaillé durant 37 ans au service de la communauté européenne, puis de l'Union. Vous êtes originaire de Metsovo, en Grèce. Et vous allez nous parler donc de la défense des valeurs de l'Union sur le territoire, de la gestion au quotidien. Vous avez suivi ce matin ce que nous avons pu nous dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour dans la pratique de l'Union européenne? Merci. Merci. L'humanisme au quotidien au sein de l'Union. Pour être sincère, je l'ai vu planer pendant longtemps. Il plane d'une certaine manière toujours, mais je ne l'ai jamais rencontré. Quelle en est la raison? Je vais commencer par la conclusion. La raison en est qu'on a très facilement glissé de la notion d'humanisme à la notion d'humanitaire. Et là, on a affaire à deux notions tout à fait différentes, je dirais même opposées. Si l'humanisme, quelle que soit sa qualification, je ne suis pas un spécialiste, c'est un concept, une philosophie, une vertu, une valeur, peu importe, il est par essence universel, il est intemporel, et il n'est pas soumis à des conditions particulières. On n'est pas humaniste dans telles conditions et pas dans d'autres. L'humanitaire, c'est exactement l'opposé, je dirais, même si peut-être il y a un lien de cause à effet. Mais c'est une réponse à une crise, c'est ponctuel et c'est encadré par des règles très précises. En étant un peu cynique, on dira que l'humanitaire, c'est une gestion financière d'une crise. Un peu exagéré, mais on n'est pas loin de la réalité dans pas mal de cas, pas toujours. Alors je vais choisir le buffet de ce midi m'offre l'occasion de faire la transition. Je vais choisir comme exemple concret, à l'appui de ce que je viens de dire, la politique agricole commune comme élément d'alimentation de la population. S'il y a un élément constitutif et essentiel de l'humanisme, c'est l'alimentation d'une population. Et c'est à la fois, sans doute, l'aspect le plus stratégique qui existe, et c'est la raison pour laquelle personne n'envisage de déléguer l'alimentation d'une population à un tiers. D'ailleurs, les phénomènes récents qu'on constate, où les pays comme la Chine, les pays de la péninsule arabique achètent ou louent des terres en Afrique, même en Europe, essentiellement en Europe de l'Est, Ukraine, etc., c'est tout simplement parce que c'est un aspect stratégique, il faut nourrir la population. Et c'est là un élément important de l'humanisme. Et c'est sans doute cet élément-là qui a conduit, au moment de la construction européenne, à faire de la politique agricole commune la première politique commune entièrement intégrée. Pourquoi, malgré cette présence incontestable de l'aspect humaniste dans la politique agricole, pourquoi tout doucement il s'est évaporé? Aujourd'hui, il y a d'autres aspects qui sont sensibles et qui conduisent à des changements, mais au fur et à mesure, cette espèce de, je dirais, d'impulsion humaniste à la politique agricole commune s'est évaporée parce qu'on a fixé des objectifs qui avaient une coloration humaniste. Probablement, le plus frappant, c'était l'objectif d'approvisionner la communauté suffisamment avec des produits alimentaires. Après, il y avait aussi l'objectif de l'accroissement de la productivité, du revenu décent aux agriculteurs, de la stabilité des marchés, etc. Ces objectifs-là contiennent incontestablement un aspect humaniste. Il faut nourrir la population, notamment au sortir de la guerre. De nos jours, l'alimentation a quelque chose de sophistiqué. À l'époque, était un besoin vraiment primaire. Le vrai glissement s'est opéré par les moyens mis en place. On a
fixé des objectifs et on a fixé aussi des moyens. Or, il semblerait, en tout cas, c'est le constat qu'on peut faire, c'est que l'humanisme ne dispose pas de moyens qui lui soient vraiment propres. Lorsqu'il s'agit de mettre en place une politique publique ou une action publique inspirée par l'humanisme, on emprunte des moyens dans d'autres domaines. Ça a été le cas de la politique agricole commune. Les moyens, ça a été règles communes de concurrence, stabilité des marchés et organisation commune du marché. Donc on est passé de l'humanisme dans le domaine économique, ce qui était une nécessité. Il fallait bien assurer la réalisation des objectifs, donc il fallait se doter des moyens. Mais ces moyens-là font partie d'une politique qui est éloignée de la notion d'humanisme. On est là dans la politique économique, commerciale, qui à un certain moment développent leur propre dynamisme et ils s'autonomisent en fait. Et c'est ce qui s'est passé. On peut constater qu'en l'espace d'une génération, de 25 à 30 années, on est passé d'un besoin à alimenter la population à un excédent structurel de produits agricoles. Alors là, le problème n'était pas d'assurer l'alimentation de la population, mais c'était de gérer les excédents. Je vais prendre un exemple pour appuyer mon affirmation qu'on glisse vers l'humanitaire, justement au moment où on a constaté qu'on était arrivé à un pic d'excédent, c'était au début des années 80. Ça a été l'adoption du programme d'aide aux plus démunis, programme alimentaire d'aide aux plus démunis. Il faut constater que cette idée est partie, je dirais, de l'extérieur de l'Union. Ça a été un peu Coluche qui a commencé à faire du bruit sur les ondes un peu partout. Le président de l'OR à l'époque a été sensibilisé et on a mis en place un programme d'aide alimentaire aux plus démunis. On est déjà dans le domaine de l'aide humanitaire, on n'est plus dans l'humanisme. Quelles en sont les raisons? Les raisons, c'est que l'aide humanitaire, elle est facile à gérer, elle est facile à mettre en place. Une politique humaniste, c'est beaucoup plus complexe. L'humanisme inspire des politiques, mais il est difficile d'imaginer une politique publique ou une action publique qui soit exclusivement fondée sur l'humanisme. On inspire tous les droits fondamentaux, on les façonne même et on les influence, mais on ne les conduit pas de manière exclusivement humaniste. Le cas de l'alimentation de la population est un cas exemplaire parce que c'est par définition un aspect important de l'humanisme. On nourrit la population. Malgré le passage de l'humanisme à l'humanitaire, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quel contexte il est né et comment ça a fini. Il est né dans un contexte où on avait à la fois une crise pour une partie de la population qui n'était pas significative, mais elle existait. Et en même temps, on avait un excédent structurel où les frigos étaient pleins de viande, de beurre, les silos de céréales, les fruits et légumes étaient retirés du marché. On avait pensé les utiliser pour l'alimentation animale, mais on n'a jamais pensé les utiliser pour l'alimentation humaine. Je dirais que la recherche de solutions d'un point de vue commercial conduit parfois à certaines absurdités. L'utilisation des fruits et légumes pour l'alimentation animale a précédé la distribution aux plus démunis, ce qui était assez curieux, sans créer je dirais, des contestations. Parce que la recherche consistait à trouver une solution à un problème qui avait un aspect commercial, un aspect financier. Mais on n'avait pas fait les liens avec la population qui avait besoin d'une telle alimentation. Donc, ce programme a été mis en place. Les détails, en gros, c'était la vente des produits du stockage. Et avec les produits obtenus, on achetait sur le marché des produits alimentaires qu'on distribuait à travers des organisations caritatives. Tous les États membres n'ont pas participé à ces programmes. Et c'est intéressant de le remarquer parce qu'on verra comment est-ce que ce programme a fini. Ce programme a été annulé par le tribunal
suite à un recours de l'Allemagne, appuyé par la Suède. C'était un recours contre la Commission pour avoir adopté un règlement qui n'était pas conforme. Ce qui était incontestable, la non-conformité était incontestable. La question était de savoir est-ce qu'on peut avoir des exceptions du fait de la nature même de l'action publique. Le juge a dit que non, parce que le juge, lui, il dit le droit. Il n'est pas sensible aux aspects, je dirais, humanitaires ou humanistes. Il dit le droit, et un droit, effectivement, ce règlement n'était pas conforme. Pourquoi il n'était pas conforme? Parce qu'à un certain moment, la politique agricole a été réformée, les stocks ont disparu, et la Commission a décidé de pallier à l'absence de stocks par ouvrir une ligne budgétaire par laquelle on finançait l'achat sur les marchés des produits alimentaires. C'était sur les fonds une action similaire, mais partant, utilisant un moyen qui n'était pas conforme. Le fait que l'Allemagne, appuyée par la Suède, ait introduit un recours, il y a chez les Allemands une sensibilité peut-être un peu forte sur le formalisme juridique. Par ailleurs, ils n'ont jamais appliqué les règlements. La Cour l'a supprimé. Par la suite, on a transféré ces programmes de la politique agricole commune, on l'a transféré à la politique sociale. Ces programmes existent toujours, mais sous la forme d'un instrument de la politique sociale. Là, on est vraiment dans l'humanitaire. Ce qu'il convient de remarquer dans cette affaire, c'est que aucune politique, quelle que soit l'inspiration, ne peut se soustraire du respect des règles. On vit dans un système qui est conçu et fonctionne avec des règles juridiques, des règles budgétaires, financières, et on ne saurait se soustraire au prétexte que la politique est fondée sur une valeur qui est au-dessus de toutes les autres. Parce que c'est un peu ça l'humanisme, c'est une valeur au-dessus de toutes les autres. Eh bien, cette valeur-là ne permet pas à une action qui tire son existence de cette valeur de se soustraire aux règles. Il faut les respecter. Or, en l'occurrence, les règles n'étaient pas respectées. Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer de cet aspect? C'est que l'humanisme, ça a été dit ce matin, ça doit être plus un combat qu'une valeur qui bénéficierait d'un statut particulier auquel on se référait en disant c'est l'humanisme, c'est en faveur de l'homme. Non. Cet aspect-là ne peut pas faire face au respect des règles. Le combat, oui, parce qu'il peut inspirer de nouvelles règles. Et on le constate, au-delà de cet aspect alimentaire, on le constate maintenant sur d'autres aspects qui concernent la politique agricole commune, qui concernent la production de l'alimentation humaine. Au tout début, l'objectif étant de nourrir la population. L'aspect environnemental, l'aspect sanitaire, personne n'en parlait. De nos jours, l'aspect humaniste dans la production agricole, c'est plutôt la défense de l'environnement, la défense de la sécurité alimentaire. Là, on y est déjà. Et sans doute, la sensibilité actuelle du pouvoir, je dirais, communautaire, national aussi, est une conséquence de ce combat qui est mené en faveur de nouveaux objectifs qui ne sont plus liés à l'alimentation de la population, mais qui sont liés à l'homme sous l'aspect défense de l'environnement, défense de la sécurité alimentaire. On est encore loin en agriculture
le problème principal, c'est qu'on est dans un domaine où les investissements sont des investissements à long terme, où il y a une inertie propre à l'activité agricole. On ne change pas du jour au lendemain. Mais on est déjà dans un contexte où le débat principal porte sur des nouveaux aspects. Est-ce le problème de l'environnement et de la sécurité alimentaire, notamment à travers les phytosanitaires, etc., est-ce que ça a produit des effets? Oui, sur un point particulier qui a du sens. Depuis quelques années, l'Union favorise et finance un programme de distribution de fruits et légumes à l'école. Et cette fois-ci, on est directement dans une politique qu'on dirait marquée par l'humanisme. On essaye de favoriser la distribution des fruits et légumes à l'école parce que ça permet aux enfants, dès le plus jeune âge, à être sensibles à ce qui est non plus l'alimentation, mais l'alimentation sécurisée, l'alimentation qui convient le mieux. Et cette fois-ci, la question, la problématique, les programmes de distribution plus démunis à rencontrer au début, cette fois-ci, ça ne se pose pas. C'est un programme, je dirais, permanent. Bien sûr, dans les premiers programmes de distribution aux plus démunis, ainsi que dans le nouveau programme des fruits et légumes à l'école, on est toujours confronté à des difficultés qui sont d'une autre nature. Comme la plupart des politiques de l'Union, on est dans un domaine de politique partagée. Il n'y a pas d'exclusivité. La gestion se fait entre la Commission et les États membres. Or, il est incontestable que l'efficacité et l'organisation administrative d'un État membre est le point principal de la réussite d'une politique, quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence dans des domaines qui appellent des tiers à appliquer une politique. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer cet aspect. Vous accordez donc un financement à l'achat des fruits et légumes à distribuer à l'école. En Grèce, par exemple, on a distribué des conserves de pêche, parce que ce qu'il y avait en excédent. C'est loin de la philosophie de ces programmes. Ailleurs, on a mis en place un vrai système, pas seulement des produits sains, mais des produits de proximité. Parce qu'il fallait sensibiliser en même temps, pas seulement les enfants, mais aussi les personnes que la proximité est un élément favorable à l'environnement sur le plan agricole. Dans l'autre cas des distributions aux plus démunis, il y avait des pays qui l'ont organisé sur des critères qui étaient loin de rencontrer les critères que l'action elle-même avait définis. Je ne vais pas citer des pays, mais il y avait certains qui disaient toute la population qui se trouve dans une ville supérieure à 3000, inférieure à 3000 habitants sont considérés comme démunis. Donc on déchargeait les Allemands devant la mairie des villages, indépendamment de la situation économique, financière de chacun. Dans d'autres pays, on a ciblé davantage les personnes qui étaient dans les besoins de cette alimentation. C'est pour dire que, d'une part, on a la notion d'humanisme qui influence les décisions communautaires. De l'autre côté, on a des décisions qui tout doucement glissent de l'humanisme vers un autre concept. Et ensuite, on a l'intervention des administrations nationales qui vont gérer ça de manière plus ou moins efficace. Pour avoir fait pendant plusieurs années, pendant 17 ans, l'audit du Fonds agricole, je dirais qu'on trouve 3 catégories de pays. Il y a ceux qui souffrent de suradministration. Il y a ceux qui souffrent de sous-administration et on a une petite catégorie où
il y a une espèce de fusion par tradition entre je dirais, l'administration et la population qui permet de gérer ces problèmes. Je vais m'arrêter là en espérant avoir soulevé des questions à un intérêt pour cet aspect, pour lesquels, je dirais, l'humanisme est avant tout un élément d'inspiration, d'influence et de façonnage d'une politique, mais il est confronté à la mise en place où il ne dispose pas de règles propres et souvent ces effets sont atténués. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de vous poser une question. Pour démarrer les choses, mais moi c'est un peu une question de journaliste comme ça, mais je vous regarde en fait et j'ai un vu quelqu'un qui parle autant avec ses mains. Votre gestuelle est complètement, chaque mot est dessiné et appuyé par un geste, c'est très grec. Donc ça me fait quelque part penser que nous sommes tous un peu dans nos visions culturelles qui viennent de nos enfances, etc. Est-ce que ce serait la même chose pour la notion même d'humanisme? Parce que je vous confie quelque chose aussi. Parfois, quand j'écoute les gens parler dans les conférences que j'anime, pour m'amuser, j'essaie de traduire ce que les gens disent en français, en anglais, et vice-versa dans ma tête. Et dans la matinée, et là, souvent, je me suis dit, mais est-ce que ça se dirait même en anglais? Parfois, j'ai du mal à imaginer certaines phrases même venir à l'état. Évidemment, ça peut se traduire en anglais, mais un anglophone n'aurait pas les mêmes idées. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu provocateur, mais est-ce que la notion même un peu intellectuelle d'humanisme, c'est une notion qui peut se traduire, ou est-ce que c'est très culturel? Est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes aussi de l'Europe, dans le sens où nous avons des approches différentes? Je dirais bien que dans le micro. La notion d'humanisme, au-delà de sa transposition dans une autre langue, est une notion qui est liée aussi à la culture, au niveau d'éducation, au niveau à l'histoire de chacun. Il est vrai qu'on peut utiliser des termes qui ne se traduisent pas directement, parce que la langue, au-delà des moyens de communication, ça traduit aussi une culture, une histoire, un savoir, une éducation. Oui, on pourrait avoir des divergences selon les expressions utilisées, sachant que derrière chaque expression, il y a une notion qui parfois diverge. Je dirais que dans d'autres langues, la notion d'humanisme peut être assimilée à autre chose. Souvent, on l'assimile d'ailleurs à l'humanitaire, ce qui est une erreur. À mon sens, ce sont des notions tout à fait différentes. Martin Delex, chercheur à la Sorbonne. J'avais une petite question en vous écoutant, enfin, si je vous ai bien compris, mais vous sembliez signaler qu'une des difficultés de l'Union européenne, c'est qu'elle fonctionne sur le principe de la règle. C'est que le droit y est premier et que, notamment dans le cas que vous évoquiez, en quelque sorte, la règle va à l'encontre d'un élan humaniste et la règle va venir brimer un peu l'enthousiasme d'une partie du monde politique et d'une partie des eurocrates. Mais en vous écoutant, je me disais, c'est à la fois une description probablement très juste de l'Union européenne, mais il y a quand même un espace qui échappe à ce principe de la règle. Il y a quand même une institution dont la légitimité est telle qu'elle peut échapper à ce carcan de règles, et c'est le Conseil européen. Une fois qu'au sein du Conseil européen, des choses sont décidées, quelque part, c'est la règle qui doit se mouler à la décision européenne et plus tellement la décision européenne qui doit s'adapter à la règle. Est-ce qu'au niveau du Conseil européen, il y a eu des discussions sur les matières que vous évoquiez là? Et est-ce que, en quelque sorte, les difficultés que vous évoquiez dans la politique agricole et la redistribution vers les plus démunis notamment, auraient pu être évitées en fait si la question avait été traitée ou mise en avant par le Conseil européen? Je ne crois pas, parce qu'au fond, c'est le Conseil européen qui avait décidé cette politique.
si ce n'est que dans la décision du Conseil européen, enfin dans la décision de règlement du Conseil, il y avait des éléments très précis. Il était prévu que la Commission adopte les programmes sur la base des volumes de stockage des produits alimentaires. Et avait prévu une petite marge de manœuvre en disant que dans des cas exceptionnels, si temporairement dans les stocks on ne trouve pas un produit alimentaire, on pouvait l'acheter sur le marché. C'était ça le terme de la décision du Conseil. La Commission s'est trouvée à un certain moment à gérer un programme qui n'avait pas été supprimé alors qu'il n'y avait aucun kilo de produits alimentaires en stock. La logique aurait voulu, parce que là, on n'était plus dans l'exceptionnel, d'autant plus que l'absence de stockage n'était pas temporaire. L'absence de stockage était la conséquence d'une réforme successive de la PAC qui a conduit à la suppression même des stockages. Donc on ne pouvait pas être conforme, on ne pouvait pas se faire prévaloir d'une valeur supérieure qui exonérerait les programmes du respect des règles. On était dans des circonstances, et d'ailleurs le juge l'a très bien souligné. Pour ceux qui sont intéressés, si vous lisiez l'arrêt, ça a été un débat. Les procédures devant la justice européenne sont des procédures essentiellement écrites, ce n'est pas la procédure orale est très limitée. Vous verrez que, aussi bien dans l'arrêt que dans les arguments présentés par les États membres, d'un côté, il y avait l'Allemagne et la Suède qui avaient introduit le recours. De l'autre côté, il y avait la France, l'Italie, l'Espagne et la Pologne en appui de la Commission. Eh bien, à aucun moment, on a évoqué, directement ou indirectement, cet aspect humanitaire, humaniste, etc. Non, on s'est contenté d'avoir un débat en droit. Et de toute façon, le juge, par ses prérogatives, le juge dit le droit. Il ne pouvait pas introduire cette notion de valeur supérieure alors qu'on était dans un débat qui était relativement simple. Moi, ce que je voulais souligner en vous donnant cet exemple, c'est qu'on peut partir d'une inspiration humaniste, on peut mettre en place une politique qui glisse quand même plus vers l'humanitaire que vers l'humanisme, parce que la politique humaniste, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut la cerner de manière précise. Et puis le juge vient dire les droits sur l'application d'un programme. Je ne vois pas d'exception à cette règle. Je pense qu'il n'y avait pas de contestation possible. Mais ça montre en même temps qu'on vit dans l'Union, dans une réalité qui est régie par des règles de droit. Est-ce que je peux intervenir en commençant Alain Lamassoure, ancien député européen, et prochain orateur après. Je ne veux pas abuser de temps de parole. Mais un commentaire sur le problème de règles et puis une remarque complémentaire à la vôtre. Nous avons tous beaucoup apprécié, monsieur le professeur, votre analyse. La question que vous posez, monsieur, est vraiment une question française. Enfin, il y a des règles. Ces règles nous ennuient, le Conseil européen doit les changer. Non! Si les règles nous ennuient, il faut les changer. Mais ce n'est pas le Conseil européen. Le Conseil européen, ce n'est pas le président de la République française. D'abord, le Conseil européen n'a aucun pouvoir juridique. Aucun. Et si il faut changer la règle, et d'ailleurs on l'a changé, vous l'avez évoqué, c'est l'équivalent d'une loi au niveau européen, à ce moment-là, c'est une procédure législative. Alors bien sûr, il faut l'appui et l'encouragement politique du Conseil européen, mais c'est un débat au Conseil des ministres et au Parlement européen. N'oublions pas que la démocratie, ce n'est pas simplement le droit pour le vainqueur des élections de faire ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression, c'est le vote à la majorité, et c'est le respect des règles. Et celui qui a le pouvoir doit respecter les règles. C'est ce qui différencie nos démocraties classiques avec les démocraties illibérales dont certains se font les... ce qui n'est pas votre cas bien sûr, mais dont certains se font les défenseurs dans certains pays européens. Alors,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse lorsque vous disiez le recours allemand, finalement, a fait prévaloir la règle sur la philosophie humaniste. Mais non, mais non. Ce que vous avez très bien expliqué, c'est que ce financement du programme d'aide aux plus démunis était au départ imaginé pour aider la politique agricole et était assuré par des crédits de la politique agricole. Alors que, depuis l'origine, tous les pays européens, y compris la France, contrairement à ce que nous disons souvent les uns les autres dans nos campagnes électorales, s'est opposé à ce qu'il y ait un budget social européen d'envergure. Et les Allemands ont fait valoir, avec de très solides arguments, écoutez, vous êtes bien gentils, mais si vous, Français, en redistribuant la moitié de votre revenu national, vous n'êtes pas capable, sur vos ressources nationales ou régionales, de venir en aide aux plus démunis, ça veut dire que vous redistribuez le revenu national français des plus riches vers les classes moyennes, moyennes inférieures, mais pas vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est un problème franco-français, ce n'est pas un problème européen. La politique sociale, elle n'est pas européenne en l'état actuel des règles, en l'état actuel des traités qu'on peut changer. Elle est nationale et en Allemagne, elle est au niveau des Länder. Donc, ce programme, à partir du moment où il n'y a plus de produits agricoles en excédent produits dans l'Union européenne, il doit être ou bien supprimé, ce qui sera le cas à terme, sauf si on revient sur la décision, ou bien financé non plus par le budget agricole, et là, c'est ce qu'a confirmé le jugement de la Cour de justice, mais financé par la politique sociale, où on a quand même quelques ressources. Ce qui veut dire que ce que vous avez appelé l'humanisme, que je serais tenté, mais en tant que simplement acteur, pas penseur et philosophe universitaire, d'appeler tout simplement le sens de l'intérêt général. Il faut l'appliquer, mais chaque niveau de compétence exerçant son rôle. Et donc, sur ces sujets, ça n'est pas, en l'état actuel des choses, une compétence de l'Union, ça reste une compétence des États membres. Et ce qui m'amène à évoquer les problèmes culture-éducation. Comme c'est vrai que nous bâtissons l'Union européenne sur des valeurs communes, thème général de la réunion d'aujourd'hui, valeurs étant exprimées par des droits, nous avons tendance, assez spontanément, à souhaiter que l'Union européenne intervienne dans des domaines qui sont extraordinairement importants pour le maintien de nos valeurs, la confirmation de nos valeurs, la diffusion de nos valeurs, la promotion de nos valeurs, l'enseignement de nos valeurs. Et tout de suite, on dit la culture, l'éducation, on a fait dire ce qui était une erreur historique à Jean Monnet. Si j'avais recommencé, j'aurais recommencé par la culture. Non, c'est pas parce que la culture et l'éducation sont fondamentaux qu'on doit le traiter au niveau européen ou qu'on doit le traiter au niveau mondial. Il faut que chaque sujet soit traité à chaque niveau pertinent selon la même philosophie humaniste. Vous avez le droit de faire une contre-remarque. Non, c'est tout à fait d'accord, mais je fais remarquer qu'au départ, quand on était envahi par les excédents agricoles, aucune voix ne s'est élevée pour dire que vous ne pouvez pas financer la politique sociale, parce que c'était quand même un financement pour l'agriculture. On était là dans un contexte, en fait, où l'Europe perdrait toute crédibilité si, à partir du moment où la question s'est posée, de ne pas le faire sous prétexte que les règles budgétaires ne le permettaient pas, etc. C'est la raison pour laquelle, au départ, il n'y a eu aucune, y compris de la part de l'Allemagne, qui n'a jamais appliqué les règlements. L'Allemagne n'a pas voulu... parce que c'était financé par les Länder, parce qu'ils avaient un système, leurs organisations caritatives ont un système de fonctionnement un peu différent, plus efficace, on dira, mais en tout cas, ils l'appliquaient déjà. Donc, ils n'ont pas voulu qu'on vienne remplacer ce qu'ils faisaient déjà sur le plan national par une action communautaire. C'était le cas de la Suède, c'était le cas de l'Autriche, c'était le cas des Pays-Bas. Il y a eu 7, 8
États membres qui n'ont pas voulu l'appliquer. Il n'empêche qu'au départ, ils n'ont soulevé aucune objection sur, effectivement, je suis d'accord, il y avait là, sur le plan budgétaire, une anomalie. Mais une anomalie qui était couverte par l'existence d'excédents qu'on avait du mal à justifier. On ne peut pas avoir les frigos pleins, les financer pour les vendre aux pays tiers, parfois à des pays où ils n'avaient pas des problèmes d'alimentation. Et souvent des pays où ils étaient en mesure de payer sur le plan commercial la valeur. On ne pouvait pas continuer, donc personne n'a réagi. Après, effectivement, quand on a tiré cette anomalie à son maximum, je veux dire, à son inacceptation, là, il y a eu des contestations. Ce que je voulais essentiellement souligner, c'est qu'il ne faut pas croire que l'humanisme étant une valeur supérieure aux autres, qu'il n'est pas confronté au respect des règles. On vit dans un système où le respect des règles, il y a peut-être des exceptions, mais je ne vois qu'une exception où l'humanisme pourrait se prévaloir, et encore avec quelques limites, c'est la guerre. Mais même en termes de conflits armés, on a quand même un minimum de droits. Mais là, on peut se prévaloir de la valeur d'humanisme. Dans les opérations à caractère économique, commercial, y compris alimentaire, le droit alimentaire est un droit humaniste. On n'est peut-être pas sensible parce que nous vivons dans un monde où la question ne se pose pas pour la majorité, mais le droit alimentaire est un droit qui relève de l'humanisme. Pourtant, il ne saurait pas se soustraire au respect des règles. On est là avec des règles qu'il faut respecter. C'est mon point de vue. Je suis juriste en droit international public et pénal international. J'ai travaillé avec des associations humanitaires et c'est vrai que je vous rejoins tout à fait sur il faut faire la différenciation entre l'humanisme et l'humanitaire. Et on parle beaucoup de financement là, depuis, dans les dernières minutes, de financement, d'économie, de budget. Et en fait, je me pose la question par rapport à votre propos, est-ce que finalement, une réelle politique humaniste ne serait pas une politique neutre, que je m'explique, neutre pas vis-à-vis de la personne à qui elle est destinée, mais neutre dans le sens le retour sur investissement, si je puis dire. Et justement, ne pas attendre d'une politique un retour sur investissement, est-ce que ce ne serait pas ça une politique humaniste, une politique qui finalement n'attendrait pas... Et le problème d'instaurer des politiques comme ça au sein de l'Union européenne, c'est qu'elle est créée à la base sur un modèle de développement économique. Et est-ce qu'on ne rentrerait pas en contradiction si on ne va pas au-delà de la conception économique de l'Union européenne? Et est-ce que justement les politiques humanistes ne pourraient pas réellement s'inscrire par le biais de règles? Je suis juriste et je ne suis pas du tout contre les règles, bien au contraire. Mais est-ce que ce type de politique ne pourrait pas s'inscrire que si on accepte d'aller au-delà de la notion économique et de la notion de retour sur investissement de nos politiques? Je crois que l'humanisme est une notion qui inspire nos droits fondamentaux, qui les influence certainement. Mais en même temps, c'est une notion, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, qui ne se décrète pas. On ne peut pas décréter l'humanisme. On peut le constater dans tel ou tel cas, mais le décréter, on le ferait par quels moyens et quelle serait la politique humaniste qu'on appliquerait et qui serait qualifiée vraiment d'humanisme? Je ne vois pas. Parfait, merci beaucoup.